Alors, bonjour tout le monde. De la photo, ça faisait longtemps que j'en avais parlé. Euh, une magnifique photo de 1922. On est dans les mêmes périodes que ce qu'on vient de quitter. Et finalement, aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu sur cet enjeu photographique, sur le fait que la photographie n'est pas juste une nouvelle discipline, elle a transformé la conception même de l'art, on va le voir. Et puis, nous allons voir un autre génie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas répété cette phrase en boucle. Il s'appelle André, alors je vais le prononcer Kartésh, euh, parce que je ne sais pas trop quelle est la bonne prononciation, et que et qu'il a vécu longtemps en France, on pourrait dire Cartès. Et puis on va parler du photographique, c'est-à-dire de ce qui continuera demain, comment l'image avec la photographie s'est retrouvée complètement transformée. C'est à la fois un petit morceau assez intello pour le début, et puis ensuite tout à fait libre et simple, car les photos d'André Cartès, elles vont vous plaire, hein. J'en suis absolument sûr, et elles vont me permettre de dire non seulement que c'est un génie, c'est la première des répétitions, mais aussi qu'il va faire de la photographie un art. Alors, évidemment, beaucoup de photographes, beaucoup de possibilités de faire un choix. Il est complètement subjectif de dire que Cartès est un génie, je vais juste le prouver, mais on pourrait trouver d'autres gens. Et puis, il arrivera un moment où il va falloir que je rediscute de cette idée de génie dont le romantisme nous a mis dans les pattes et qui, pour moi, sert plutôt de répétition pour dire autre chose que merveilleux, mais, euh, mais où il va falloir questionner qu'est-ce que c'est que l'artiste. Et la photographie pose cette question-là, puisque le résumé, Daguerre, une boîte qui enregistre la réalité, donc on ouvre et on ferme, donc on ne fait rien d'autre que enregistrer, donc pas d'art, vous vous en doutez, pas d'artiste avec ses boîtes de Niepce et de Daguerre. Petit musée à Bièvre à aller visiter, collection du musée de Bièvre en ligne merveilleuse, à pouvoir fouiller plein de choses. Il faut d'autant plus aller sur Internet en ce moment pour le musée de la photo de Bièvre que quand vous y allez en vrai, elles y sont pas plus, les photos, puisqu'elles sont très fragiles. Il y a des daguerréotypes et jusqu'à des Warhol quand même au musée de la photo de Bièvre. Donc attention, il faut aller là-bas. Donc les premiers appareils photo, c'est des boîtes, et donc on en fait, elles permettent des enregistrements de la réalité, rien de plus. Rien de moins, mais rien de plus, rien de moins, parce que vous vous en souvenez avec ce qu'on a dit Roland Barthes, ça met le doigt sur ça a été, quelque chose a eu lieu, mais rien de plus, parce que c'est une bête chambre d'enregistrement de ce qui se passe, et que c'est l'interprète de l'image qui fait qu'on découvre qu'il y a des détails qui commencent à dire quelque chose. C'est la deuxième chose que nous avait signalé Walter Benjamin, auquel je vais revenir aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur, on dit, indicielle de l'image, c'est-à-dire il y a dans l'image des indices. J'ai fait des parallèles avec Edgar Poe, on pourrait en faire retourner à nouveau sur la chaîne de François Bon, écouter ce qu'il dit sur Lovecraft. On pourrait voir aussi comment cet indice est une valeur ajoutée que la photo va avoir et qui va l'aider à devenir un art. Alors je m'amusais en regardant les best-of anciens. Regardez, Eugène Delacroix est prêt à sortir son pistolet. Face à lui, Baudelaire qui a le sien. Qui va tirer en premier? Baudelaire, Delacroix. Baudelaire est mort. Tac. Puis, on voit après que la photographie avec Nadar, dont on vient de voir trois chefs-d'œuvre, va commencer à prendre son autonomie, à être non pas reconnue comme une œuvre d'art, pas encore, hein, pas du tout, mais à nos yeux, à nous, 150 ans plus tard, oui. Cette photographie commence à arriver aux États-Unis. J'ai parlé d'Alfred Stieglitz qui va faire, et cette photo-là est intéressante avec le Flatiron que j'ai montré hier, ce building un peu resserré en forme de fer à repasser américain, parce qu'on a encore une petite ambiance de quelque chose d'impressionniste, d'un peu pictorialiste, qui copie la peinture, et en même temps, dans ces premiers plans coupés comme des estampes japonaises avec des choses qui sortent en haut, en bas, à droite, à gauche, on a aussi la ville moderne dont j'ai montré qu'elle était un enjeu pour la photographie. En se confrontant à ces constructions modernes, on l'a vu encore hier avec la Tour Eiffel et Delaunay, en prenant des objets tout à fait modernes et en les traitant de façon, alors le terme s'invente avec la photographie, de façon graphique. C'est pictural, ça serait plutôt par point, plutôt par nuance de couleur, plutôt par vibration. Graphique, si j'essaie de trouver une traduction, ce serait plutôt des lignes, plutôt des points de force, des points de contraste qui fait qu'on aurait envie de regarder l'image. Et donc, il y a quelque chose d'entre les deux dans cette photo de 1903 de Stieglitz.
Je vous avais dit vite fait que Ducos de Heuron, en 1877, on est en même temps exactement que Monet, invente la photo couleur, mais que finalement la photo couleur, elle n'avait pas tant que ça marché. Parce que quand on regarde les photos de Léon Gimpel, les photos de la guerre de 14 en couleur nous mettent face à des images dont sont des autochromes des frères Lumière, pardon. On a des images qui n'ont pas l'air d'être vraies parce qu'elles sont en couleur. Et que notre imaginaire et même notre façon de regarder comme un document l'image s'est habitué au noir et blanc. Et donc, on a l'impression même qu'elles ont été recoloriées avec une gamme de couleurs qui est un peu, quelquefois pastel, un peu poussée. Non, non, ce sont des photos couleurs et la réalité était comme ça. Ce qui veut dire que notre façon d'entrevoir la photo comme un document est elle-même biaisée. On se dit que c'est une chambre d'enregistrement et qu'elle montre la réalité, mais finalement, elle est la réalité telle qu'on veut la voir. Alors, je reviens à des passages rapidement de Walter Benjamin, donc accrochez-vous. Vous rappelez qu'il parlait de l'œuvre d'art à l'époque de la reproductivité technique, parce que je voudrais aller un petit peu plus loin avec 5 passages de ce qu'il raconte. Tout ce qui relève de l'authenticité échappe à la reproduction technique, ça on l'avait vu, c'est-à-dire tout ce qui est fait à la main, tout ce qui ne peut pas être reproduit, dès qu'il l'est par un moyen technique, l'œuvre originale perd de son aura, et donc l'enjeu qui est dans la reproduction technique, il y avait déjà ça dans la gravure, c'est une transformation de l'objet, mais il y a déjà dans ce qu'analyse Benjamin au tout début, je vous l'avais montré, dans des procédés qui sont propres à la photographie, puisque pour que la photographie soit reconnue comme un art, c'est pas seulement qu'il y ait des gens très talentueux qui en fassent des images merveilleuses, c'est surtout qu'il faut que la photographie tire son épingle du jeu et montre des choses que aucun autre matériau médium ne pourrait faire. Le ralenti, ça c'est pas en dessin qu'on peut le faire, on peut essayer. À la course à pied aussi, au théâtre, on peut essayer, mais on ne pourrait pas avoir autre chose que par la photo, peut-être par le cinéma, qui va se poser d'autres questions identiques. Voilà, l'arrêt sur image, qui fait que l'accélération ou l'agrandissement va se retrouver comme un des éléments qui va donner une densité incroyable à la photo, puisque déjà de faire sauter un cheval dans un bac d'eau au Colorado est une folie, mais en plus avec une photo anonyme, donc on est dans un document. Mais si vous imaginez, il faut que le cheval sorte vraiment devant le ciel blanc. S'il avait un petit bout de sa patte et de son nez devant le toit, ça serait pas aussi génial. Donc il faut que le cadrage, que la façon dont les objets se détachent les uns des autres, parle de ce temps suspendu, instantané. Même chose avec les photos, j'ai parlé de Muybridge et de Marez, il y a aussi Demeny qui va décomposer, vous vous souvenez que ça va beaucoup marquer Kupka et Duchamp, décomposer un mouvement qu'on ne pourrait pas voir à l'œil. L'autre chose que montre la reproduction par la photographie et par le disque, et bientôt par le cinéma, ça va me permettre d'amorcer ce qui arrivera dans quelques jours, c'est que la reproduction technique emmène l'image là où elle ne pourrait pas aller. Et le disque permet de bien le comprendre. C'est-à-dire, c'est seulement dans la fin de ce 19e siècle, avec Edison qui invente le cinéma en même temps que les frères Lumière, même un peu avant sans doute, que les images vont pouvoir circuler et se rapprocher de beaucoup de spectateurs, comme on est en train de le vivre en ce moment, tous ensemble. Et puis, ce qui va changer, premier élément intellectuel qui change, si ça peut être reproduit, on va commencer à penser l'œuvre comme pouvant être reproduite, à la fois pour la presse, à la fois pour la diffusion, et donc à ne plus se demander quel est l'authentique. Voilà, le premier changement. Et ce que dit Benjamin, qui va vous rappeler nos histoires de William Morris, des symbolistes, c'est que l'art sent venir la crise, et il réagit par la doctrine de l'art pour l'art, c'est-à-dire dire on va faire des choses à la main, on va faire des choses qui soient nuancées, avec beaucoup de bijoux, avec de l'art nouveau. C'est ce qui me faisait vous dire que c'était un vrai paradoxe d'être ceux qui revalorisent le fait main et en même temps ceux qui amorcent le design tel que le Bauhaus va le vendre entre guillemets à l'industrie. Voilà, le critère d'authenticité n'est plus applicable à la production artistique. Et ce qui est inattendu, c'est que puisqu'il ne s'agit plus de savoir si c'est fait à la main, si c'est bien fait, si ça a été copié ou pas, c'est plus le rituel et la façon dont on va le montrer qui va devenir le critère important, c'est celui de la circulation des images et ce que Benjamin appelle la politique. J'en profite pour montrer de merveilleuses images des années 10-20 de August Sander, qui était un photographe allemand qui s'est mis en tête de faire une sorte d'encyclopédie visuelle de toute l'Allemagne,
qui est un des premiers photographes Filtrae. On n'en avait pas beaucoup d'images. Hein. Et ce que on retrouve dans ces années-là, c'est Brecht qui dit aussi que si l'œuvre d'art devient une marchandise, on ne peut plus lui appliquer la notion d'œuvre d'art. Si l'image qui circule, prenez une carte postale, voilà, ça c'est un très bon exemple, c'est quand même d'abord un objet qui coûte 10 centimes avant d'être une œuvre d'art. Et si j'expose toutes ces images, on va me dire, ben, c'est pas de l'art, c'est pas authentique. Bonne question. Encore August Sander avec un peintre dans une rue. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer avec des situations tout à fait neuves? Voilà, la fonction artistique de la photo apparaît comme accessoire. Elle devient un endroit de circulation de l'image, une circulation entre des gens, un émetteur, un récepteur, encore August Sander, et donc la valeur artistique, elle est grillée. Déjà que c'était une reproduction technique, mais en plus, la circulation change tout. Et vous vous rappelez que la conclusion de Walter Benjamin, c'était de parler d'Adjet qui, en faisant des photos, nous font voir, c'est là où elles auraient une signification politique, les photos d'Adjet sont comme des pièces à conviction. Elles appellent un regard déterminé, on ne peut plus les regarder avec un air détaché, on cherche, on fouine, ce que j'avais rapproché d'Edgar Poe, en faisant un saut dans le temps de presque 100 ans, en les rapprochant Adjet et Edgar Poe. Mais quand on est devant ces images, on est en train de chercher quelque chose et donc on n'a pas encore l'idée, ça va venir avec les surréalistes dès demain, de considérer ces images des documents comme des œuvres d'art, mais ce qui nous intrigue fait que il y a peut-être autre chose que juste un document, il y a peut-être quelque chose derrière. Voilà, alors ce que dit de façon ironique et très drôle finalement Benjamin, c'est pas non plus quelqu'un connu pour ses grands fous rires, mais on s'était dépensé en vaine subtilité pour se demander si la photo était ou non un art, voilà, la question auquel je tourne. Mais en fait, c'est pas ça la vraie question. C'est en fait, ça a changé le caractère de l'art tout court. Et ce que les théoriciens du cinéma vont dire aussi, c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est plus du domaine de la technique, il y a quelque chose qui n'est plus du domaine du fait main, qui n'est plus du domaine de l'apprentissage, qui bascule de la question du faire aux questions de circulation des images et d'utilisation des images. Et vous avez déjà vu avec les dadaïstes, avec certains créateurs de photomontage en Russie, Rodchenko, comment l'image devenait un outil, un objet qu'on pouvait travailler. Alors, regardez Blue Web d'Antonioni, ça répond pas mal à ces questions. Voilà pour mon enjeu. Qu'est-ce qui fait que c'est pas un art? C'est pas seulement qu'on n'y a pas prêté attention, c'est que son statut de document et sa possibilité de circuler en grande quantité transforme le regard qu'on a dessus. Voilà. Reprenons notre chansonnette Kertész est un génie. Voilà des images que j'ai choisies dans lesquelles on va se balader. Un premier autoportrait merveilleux qui commence ma série de qu'est-ce qui pourrait être propre à la photographie et qui fait que dans beaucoup d'images d'André Kertész sont très souvent réussies, très souvent séduisantes, mais à chaque fois il y a quelque chose du photographique, si je peux jouer avec les mots, c'est-à-dire jouer avec son ombre. On pourrait le faire en peinture, on l'a fait, on pourrait le faire avec le dessin, mais dans le fait que la photographie, écriture de la lumière, il y ait quelque chose autour de la lumière et de la projection, comme au cinéma. Parce qu'il faut vous rappeler que le cinéma, c'est une image en mouvement, mais c'est aussi une image, et c'est pas la même chose qu'un écran télé ou une vidéo, c'est une image projetée au loin par-dessus nos têtes. Ce qui donne c'est propre au cinéma, cette particularité. C'est pas de faire des images qui bougent seulement. Qu'est-ce qui est photographique? Jouer avec la lumière, écrire avec la lumière. Et voilà un autoportrait de Kertész. Deuxième chose qui pourrait dire que Kertész est un génie, jouer avec ce qu'on voit, c'est-à-dire est-ce que c'est une vitre avec un paysage? Non, il y a un trou, une vitre parce que je vois les cassures. Il y a un trou, je vois pas le paysage derrière. Un miroir alors? Ou peut-être une photo avec une vitre dessus qui se serait cassée et qui se serait percée. On n'en sait rien. Et l'image est déjà beaucoup plus complexe qu'une simple reproduction de la réalité. Deuxième bon point, jouer avec ce qu'on voit et avec ce qu'on croit voir. Troisième bon point, jouer avec des cadrages, jouer avec des choses, des tout petits objets, des tout petits animaux, qui fait que sur Voltaire, on se demande pourquoi s'associe de l'un à l'autre un insecte. Quatrième chose, je jouais avec le cadrage, avec un cadrage et des diagonales. On vous a dit de composer sur des X ou sur des W ou sur des 9 morceaux. Voilà, une diagonale du papier qui se retrouve dans la diagonale de la chemise,
une diagonale du papier qui se retrouve dans la diagonale du bras, on a un X parfait. On pourrait inverser et on verrait immédiatement que la composition de cette image, juste en noir et blanc, et elle est accentuée par l'ombre ici, accentuée par le côté ombre-lumière très contrasté, ici aussi. Voilà, un jeu de cadrage et un souci de la géométrie qui est sous-jacente. Si vous avez une géométrie qui est trop présente, ça va donner une image qui est un peu figée. Si vous avez une géométrie qui se voit pas trop parce que le sujet lui-même est amusant, un dormeur un peu flou qui est ailleurs. Et si vous regardez bien, ça aussi c'est une des qualités, ça fait 5. J'ai parlé de géométrie 4, mais on dirait que le point et la netteté est là et qu'ici c'est un peu plus flou. Ce qui fait que notre œil a tendance à aller vers le fond en jouant sur l'effet de netteté. Posez-vous une question rigolote, est-ce qu'on peut faire des peintures nettes? Est-ce qu'on peut faire des peintures floues? Et vous allez me dire, bah oui, on peut faire des peintures floues, mais c'était pas le but de la peinture jusque-là. C'est la photographie aussi qui apporte ce sujet-là. Si je prends un autre exemple encore plus drôle, est-ce que je peux faire un texte flou? Est-ce que je peux décrire quelque chose de flou? L'histoire du flou de Michel Macarius, petit livre merveilleux. À partir de quand notre rapport au monde, sans doute dans le rapport qui intéressait Duchamp et beaucoup d'artistes de ces époques-là, la science. La science, c'est net, la science, c'est précis, c'est ce que je cherchais à mimer et à moquer Duchamp. Et la photographie peut être le lieu, c'est notre 5e point, qui fait que le flou pourrait apporter quelque chose. Jouer avec les plongées. On est un peu en dessous de la rue, on est à Budapest en 14, on pourrait imaginer que c'est Kafka qui sort du coin de la rue, et cette image a souvent été illustrée pour parler de cet auteur. C'est Budapest, mais non, pas Kafka. Je retire pas ce que j'ai dit avant, ça a servi pour illustrer. Il a l'air de passer de l'autre côté. On ne sait pas où il va, on sait pas. Voilà, il est devenu une ombre, mais il est en train d'aller vers un point de lumière. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu théâtral qui joue avec l'instantané, le temps, mais aussi avec le hors-champ lumineux. Il y a un point de lumière sur le bas, un point de lumière sur le côté qui fait qu'on ne sait pas s'il vient vers nous, s'il s'en va. Il y a une espèce de tension temporelle qui arrive maintenant. On peut jouer, sixièmement, avec les contrastes de taille, avec ce que la ville nous produit de publicité. Voilà un homme sans doute à la rue et qui, devant cette grande image, se retrouve comme écrasé, comme tout petit, avec, vu le mot qui apparaît, peut-être un nom de médicament ou peut-être quelque chose qui dit, par la raideur de l'écriture, autre chose que la mollesse du corps de ce vieux monsieur, en fait. Il y a un jeu de contraste au cœur de la ville. La ville va être un enjeu très important qui permet de jouer avec deux choses simultanées. Ce qui va beaucoup intéresser Roland Barthes. Mettre deux choses côte à côte, c'est créer une tension dans l'image. Là, c'est la ville et la photo qui peut le faire. Septièmement, déjà, créer du hors-champ et pas qu'un peu, puisqu'on est aux États-Unis, Cartès va passer à Paris, puis il va partir vivre aux États-Unis aussi. Le monsieur est en train de carotter et de ne pas payer son billet pour le match sans doute de baseball. Et il est en train de regarder autre chose que ce que l'on voit. Et donc, on est en train de regarder un type qui regarde, première chose rigolote, mais un type qui regarde autre chose que ce qu'on regarde. Alors, vous allez me dire, chez Vermeer, la dentelière, elle est en train de faire quelque chose et on ne voit pas ce qu'elle coud, on ne voit pas ce qu'elle fait. Donc, le hors-champ, c'est pas de maintenant. Par contre, il y a du hors-champ urbain dans le fait qu'on sait quelle activité il est en train de regarder, on peut la deviner. Huitièmement, intégrer un tout petit détail qui craint, c'est-à-dire dans un bistrot à Paris en 1927, on voit des visages, on voit l'ambiance, on voit une béquille et puis on voit que le monsieur, il lui manque un morceau. Et donc, d'un seul coup, l'histoire, par le petit bout, commence à entrer dans l'image et à créer chez le spectateur une réflexion qui fait aller plus loin que l'image qui est devant nous. Ça, je dois reconnaître que mon huitièmement est plus faible. On pourrait imaginer que la photo pourrait faire ça. Oui, mais la photo a quelque chose que la peinture n'a pas identiquement, c'est que le monsieur, on pense que c'est pas maquillé. Ça pourrait être retouché, ça pourrait être une fausse image, ça se ferait. Et ce statut de vérité de document, en devenant art, la photo va le perdre aussi. Hein. On peut truquer les images et on le sait très bien. Mais il y a quelque chose de plus fort, de plus touchant quand on voit ça dans une image qui a l'air réaliste. Et l'air de rien, le sol, la lumière sur les matériaux donnent du réalisme à l'ensemble. Voilà. Neuvièmement, déjà, Kartèche est un génie, on peut jouer avec le flou. Quel est le cadrage? Le personnage est descendu très bas, il est très flou.
On voit à peine son visage, une oreille, des cheveux. Il a l'air jeune, déterminé, actif. Et puis, il est baissé dans la page avec un haut dont je repense à ce magnifique Mort de Marat de David avec tout ce cadrage très très bas qui donne de l'espace tout au-dessus. Voilà, déjà, le cadrage peut jouer avec ça, le flou peut jouer avec ça. Mais Kertész est un génie, je ne vous l'ai pas dit, je vais vous le dire pourquoi, regardez, c'est tout simple. Kertész est un génie parce qu'en fait, il a pris son frère en train de nager et que son frère a le menton dans l'eau et que ça crée une image compliquée. Voilà, l'image déformée, la netteté, le rendu de l'image, c'est ça qui intéresse Kertész, c'est-à-dire de regarder l'espèce de matérialité il y a un truc rigolo, c'est que Foucault a écrit sur la photo en parlant de grains de sable, c'est-à-dire la photo est toujours en train de nous questionner sur ce qu'on est en train de voir. Il y a ça dans toutes les reproductions visuelles. Sculpture de Rodin dont on conteste qu'elle n'ait pas été moulée sur un modèle, et puis peinture qui serait trop précise. Oui, mais la photo passe son temps à jouer de ça, puisque son statut à elle, c'est d'attraper la lumière et de saisir quelque chose qui aura disparu. En retournant la photo, Kertész joue avec notre reconnaissance. On n'a pas besoin de la voir à l'envers, même quand je la remets comme elle est présentée, comme ceci. Pour s'amuser à faire ce que j'ai fait, elle marche comme ça, en fait. Elle a une dynamique et une force dans son approximation. Kertész va beaucoup sortir quand il arrive à Paris en 25. C'est l'époque de Kiki de Montparnasse. Donc, on verra une petite trace de main en découvrant Man Ray, qui est à peu près dans les mêmes années, l'autre génie de la photographie, qui en fait vraiment un art en soi. Par contre, Kertész a toujours quelque chose de génial. J'en étais à 9. Voilà, prendre des marionnettes en gros plan, comme si c'était vraiment des gens avec une lumière en dessous. La marionnette est torse nu, c'est un peu tordu, c'est un peu bizarre. Mais encore plus quand le monsieur a l'air d'être collé derrière, comme s'il avait l'air de lui susurrer quelque chose dans le dos alors qu'elle est torse nu. Il y a un truc inquiétant dans cette ambiance. Le cadrage, la lumière rasante, le jeu sur des petits objets qui deviennent grands en les cadrant petits. Voilà, ça c'est génial, ça c'est photographique. Faites ça en dessin, ça n'aura pas la même force, ça n'aura pas la même présence. Kertész va s'approcher, là on est en 25, des surréalistes qui commencent depuis 24 à s'être regroupés, même si les dadaïstes, je vous l'ai dit, avaient déjà joué le jeu du découpage, du collage. Une photo réelle, en fait, dans un atelier d'artisan, un mannequin en train d'être réparé. Et hop, finalement, on n'a pas besoin de truquer l'image, il suffit que le regard soit lui-même un peu surréaliste pour voir dans la réalité autre chose que ce qu'on voit. Alors, rien de violent, et souvent quand je montre cette image, il y a des spectateurs qui ont un petit temps de recul. Un type qui carotte pour pouvoir cloper à bord d'un bateau, et puis qui par cet isolement de son membre de corps, devient une image en soi, une image qui est complexe finalement. Là aussi, un photomontage pourrait le faire, un dessin également, mais il n'aurait sans doute pas la même force que même si c'était Alfred Kubin ou Roland Topor qui dessinait. Il y a quelque chose dans cette photographie de l'instant saisi qui fait mon dixièmement. L'instant saisi qui fait des portraits compliqués, trop de mains, une clope, un bout de regard, un bout de visage, ça suffit pour créer une espèce de tension entre tous les personnages, tension qui est très bien construite géométriquement hein, sur des X encore, et puis à l'intérieur de ces X, on pourrait y voir des W, oui, hop, un élément ici, hop, un élément ici, hop, un élément ici, hop, ici. Tout ça est très, très construit, structuré. Le jeu de lumière et de construction par la lumière de la géométrie est très, très puissant chez Kertész. On a des formes qui deviennent un peu déformées par l'objectif. On va voir tout de suite sa série de nus qui est encore un chef-d'œuvre. Voilà, la lumière très forte au loin, très nuancée, avec beaucoup de valeur de gris devant, crée une étrangeté. C'est mon 11e. Étrangeté par la lumière. C'est éblouissant, d'accord, mais vous vous doutez que si c'était éblouissant comme ça devrait être très, très lumineux ici aussi, ou bien très, très foncé. Et pour le dire autrement, ça se détacherait peut-être pas autant que ça. Au tirage, on peut jouer sur le degré de grain de gris, de quantité de gris, et on peut accentuer des éléments. On va voir sur un chef-d'œuvre au Japon. On peut, 11e, voilà, encore un chef-d'œuvre, ça fait beaucoup. Vous avez un type qui rentre un tableau avec un petit encadrement en journal, qui est pile sous le pont, qui est pile le moment où le train passe au-dessus, qui envoie la fumée à côté. Voilà, on a une image construite
qui fera rêver beaucoup Henri Cartier-Bresson, qu'on va voir juste après. Même chose à New York, mais pile le moment où les oiseaux sont dans l'axe. L'oiseau, on ne le voit pas tout de suite. Et sur une photo qui a l'air presque abstraite, André Cartès fait de cet instantané une espèce de peinture. Dans le gros plan, dans le travail de la lumière, Cartès, sur les objets, va inventer un vocabulaire nouveau, un portrait de Calder et une publicité très célèbre pour des fourchettes. Voilà, si on vous donnait valoriser des couverts, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on joue avec l'ombre et la lumière. Et on joue avec la déformation qu'amène l'ombre et la lumière. 11e point positif. On joue avec les vues du dessus, vous l'avez vu chez Rodchenko, ce sont les mêmes années, hein. Même s'il y a quelque chose d'un peu parisien et d'une ambiance qu'on va retrouver chez Brassailles. Mais ce que Cartès invente, c'est le vrai 11e, c'est la déformation optique. Avec des nus, avec un miroir déformant, il va créer des nus qui sont plus tout à fait des nus. Le voici à droite en autoportrait, avec le modèle qui se retrouve multiplié, dont le corps est déformé, qui crée une espèce de forme informe, de monstre presque, qui va beaucoup plaire aux surréalistes. Il est proche des surréalistes, il travaille avec eux, il travaille à côté d'eux. Un nu qui n'est plus très érotique, qui n'est plus un objet de regard, tant il a l'air d'être une forme curieuse. Et là aussi, on est dans le photographique. André Cartès est un génie. Un peu trouble, qui pourrait être ambigu. Hitchcock, ça va lui plaire, hein, c'est pas rien de le dire. David Lynch après lui. Voilà, il y a quelque chose de très exceptionnel dans tout l'ensemble de ce travail. Le vase est vu du dessus, en haut, alors qu'en bas, il est vu de côté. Voilà, la déformation du tirage, ça c'est photographique, on ne pourrait pas faire autrement et la tulipe devient mélancolique. On peut jouer avec, peut-être un peu plus facile, mais tout aussi beau, le temps suspendu. À New York, le moment où les danseuses sont alignées, synchrones et où leur ombre a l'air de faire 4 chauves-souris. On a un temps parfaitement suspendu et parfaitement synchrone. On revient à ce qu'on avait vu au début, jouer avec la perception, un élément à l'intérieur, une vitre qui fait que une vitre floue, ça donne une image qui est moins perceptible, qui est moins présente. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est peint, qu'est-ce qui serait devant, qu'est-ce qui serait derrière, voilà. Toujours une façon de questionner l'image et son grain. On peut jouer avec des choses qui soient plus simples et il suffit d'un seul personnage, il y en a un deuxième là, mais sur cette espèce de grille graphique. Cartès, on va voir que Cartier-Bresson a bien pris l'exemple d'éléments dynamiques qui font qu'on le rapproche. Il a été proche du surréalisme, qui a quelque chose d'un peu cubiste dans ce souci de la géométrie. J'aime bien montrer celle-là parce que je trouve qu'elle n'est pas très réussie. Et comme je viens de dire plein de fois que Cartès était génial, on a une vue du dessus, on a une vue du dessous, et on a un tout petit clair sur le côté qui fait que l'image se resserre, mais moins de force, moins de puissance. J'aime bien quand on voit des défauts dans le travail d'un artiste, ça fait qu'on n'est pas complètement fasciné. Le jeu de distance par la publicité de personnages qui voient et qui ne voient pas ce qui est autour d'eux. Le jeu avec l'ombre, toujours, c'est sur ces objets qu'on va revoir tout de suite. Et le jeu du tirage, encore, Cartès, sur la fin de sa vie à Tokyo, 68, une file de personnes qui deviennent des objets. Et on pense à Okusai, à Hiroshige, les petits parasols et chapeaux qui devenaient des motifs, qui descendent sur une flèche. Regardez la flèche, le foncé qui est là, elle ne pourrait pas être aussi blanche. Il a isolé au tirage le blanc pour qu'il ait l'air de ressortir un peu plus puissamment. Ça me fait vous dire qu'il faut toujours regarder qui était le tireur, parce que le tireur, comme en gravure, apporte beaucoup, non pas à la technique, hein, plus que ça, il peut mettre en avant certaines choses, d'autres pas. Il y a encore des tireurs argentiques et ce sont des magnifiques artistes. Voilà. La dernière de Kertész, c'est très, très vieux. Un clin d'œil avec ce qu'on a vu depuis le début. Sa silhouette est plus voûtée, plus simple et en même temps, la couleur vient d'arriver presque à la fin de sa vie. Merveille de Kertész. Un génie, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce photographique? Je vais ouvrir un petit peu sur l'extérieur, sur des gens qui travaillent en même temps que Kertész et qui travaillent à côté et dont on connaît moins les noms. Premièrement, 2 filles. Ilse Selling, qui est photographe allemande, qui va fuir l'Allemagne parce que dans ces années 15-30, vous savez peut-être qu'en Allemagne, pour les gens de gauche, ça craint un peu. Et donc, elle va
changer d'emplacement. Et puis, elle a surtout comme particularité d'avoir découvert la photo avec cet appareil qu'elle va utiliser très très longtemps, un Leica, c'est-à-dire un appareil photo qui est plus léger, maniable, qui peut faire des photos instantanées assez rapidement. Et elle va se passionner pour ce que j'ai montré avec Delaunay, c'est-à-dire prendre des objets qui deviennent le support pour jouer à être moderne. C'est pour ça qu'on est dans le chapitre Nouveau langage. L'architecture sans ornement, l'architecture technique donne des ombres, donne des lignes graphiques qui fait qu'on sort du sujet et on peut aller vers l'abstraction, même en photo bien sûr. Et alors qu'on reproduit un objet réel, on peut en l'isolant faire de la photo abstraite. Mais en même temps, le graphisme fait aller vers le regard du spectateur va être plutôt occupé par toute cette dynamique de lignes plutôt que celle de ce que ça signifie. Et Ilse Bing est une merveilleuse artiste pour cette raison-là. Je n'ai pas le temps de montrer Florence Henry, qui fait partie de ces femmes photographes des années 20. Je vais montrer Germaine Krull juste après. Toujours Bing, 1931. Des magazines qui permettent d'éditer les images et de les faire circuler entre elles. Je vous avoue que j'aime mieux qu'Arthès, mais c'est quand même très fort. Un jeu, notre copine petite Steph, voilà quelqu'un à suivre sur Instagram. Jouer avec les reflets. Leur champ, le reflet dans l'eau, ben, c'est le reflet du miroir, le reflet de la vitre cassée. C'est une façon de regarder autrement l'image qui est devant nous. Et puis, Germaine Krull, qui est aussi photographe à Marseille, qui est proche de Bayer et de Florence Henry dont je parlais. La voilà en autoportrait. Et la voilà s'intéressant à ces transbordeurs des ports marseillais qui donnent un graphisme incroyable. On est dans les années 20, hein, toujours la même chose. Des contre-plongées qui accentuent l'écrasement en plongée ou en contre-plongée. Un jeu avec la typo qui, quand on édite les images, son portfolio sur le métal va être une vraie révélation. On a ressorti Germaine Krull, Florence Henry depuis pas très longtemps au musée de la photo. Tiens, voilà un endroit où il faudra aller à côté du Trocadéro. Toujours Germaine Krull qui s'intéresse aux vitrines qu'avait passionné Adjet. Le vu de l'extérieur qui donne une espèce de cadre de la ville dans la ville. Alors, vous savez peut-être que la ville m'intéresse beaucoup et donc effectivement, cette époque moderne, ce vocabulaire moderne va avec ces nouveaux objets urbains et va avec une esthétique qu'on retrouvera chez Mondino, le photographe, faiseur de vidéoclips des années 80, qui va beaucoup regarder l'ensemble. On passe à Brassailles, qui va prendre en photo la nuit. La nuit, c'est une fumeuse d'opium. La môme bijou au bar de la Lune à Montmartre. Il faut lui offrir un verre, j'imagine. Le premier sera pour moi. Toute la faune, tout ce qu'on ne voit pas dans l'art, tout ce qui est hors des sujets qui étaient officiels, arrive par cet intérêt pour la nuit écrit par Paul Morand. Mais la photo est à un endroit où elle va être plus efficace entre le reportage et entre le compte-rendu de transformation sociale, du jazz, de la vie des mauvais garçons et des mauvaises filles. Et ce qui va intéresser Brassailles, de détails qui, sur les murs de la ville eux-mêmes, disent quelque chose qui se passe en sous-jacent. Voilà. Le hors-champ qui fait que ici, le client vient de se rhabiller ou ça va commencer. Le hors-champ qui fait que la nuit donne une vision complètement fascinante des objets et des gens qui y vivent. Sandrars. Et toute l'esthétique qui va arriver dans le cinéma sur ces sujets-là. Des hors-champs, des cadrages, des vues du dessus. Alors j'aime mieux Lisette Model qui fait à peu près dans les mêmes années aux États-Unis, mais il fallait bien faire des choix. Toujours Brassailles, et ce qui me plaît le plus chez Brassailles, c'est pas son petit côté douaneau plus canaille.
Vous ne verrez pas de Doisneau. Je suis désolé pour vous. L'anecdotique de Doisneau, pour moi, prend le dessus sur la qualité graphique qui est présente, évidemment. Chez Brassailles, il y a quelque chose du mystère qui va intéresser les surréalistes, qui va intéresser les faiseurs de polar, en fait, et vice-versa. Il y a dans cette colonne Maurice un objet purement urbain qu'a inventé le 19e. Les spectacles, tout ce que raconte, ça pourrait être M. le Maudit, hein. Tout ce que raconte cette image, c'est aussi tout ce qui ne s'est pas encore passé. Voilà, parce que toute la bande du Grand Albert, ils ont l'air pas commodes, faut peut-être pas se pointer. Mais c'est leur ombre et leur contraste qui donnent quelque chose de très cinématographique. C'est le hors-champ et c'est le jeu de la lumière, toujours ce photographique qui permet de s'y retrouver. Voilà, et même sur des images complètement abstraites, et Lyotard, qu'on va voir demain, un des photographes surréalistes, parce que le surréaliste va s'intéresser aux images et à ce qu'elles peuvent dire, pas dire, montrer qu'on ne voulait pas voir, détourner. Mais elle va aussi, il y aura deux tensions dans ce surréalisme avec Breton, se méfier de l'image. Se méfier de l'image toute faite et la critiquer. Chez Brassailles, il y a cet intérêt pour le graffiti de la rue et pour quelque chose qu'on pourrait rapprocher d'un art brut, d'un art fait par personne qui aurait fait des études, pas de dessin, pas d'anticipation précise ou pas de formation. Le hasard qui fait que peut-être c'est l'eau qui aurait coulé et qui aurait fini par faire des espèces de cheveux et que quelqu'un un jour aurait creusé 2 trous pour faire un visage. Ou l'inverse, qu'il y aurait eu 2 trous et que quelqu'un, s'ennuyant, aurait creusé d'une chevelure. Et à l'intérieur de ces images, d'autres images qui se construisent. Dans un visage où il y avait 2 points, d'un seul coup, un profil redessine autre chose. Ces images des murs, de tout ce qui n'est pas de l'art, de tout ce qui n'a même pas été fait par la main d'un seul homme, tout ce que le hasard fabrique va passionner les surréalistes. Et Dubuffet plus tard. Un surréaliste merveilleux qui me permet d'anticiper sur demain et qui montre ce que c'est que le photographique, c'est-à-dire un art en soi, Jacques-André Boiffard, qui travaille entre 23 et 31. Après, il redevient radiologue et il y a quelque chose du lien de la science au surréalisme. Une photo inversée, c'est-à-dire la tête à l'envers. On voit bien que le modèle a posé comme ça, mais que la tournée change l'ambiance de cette image. Un autoportrait de Boiffard au photomaton qui est une merveille, un personnage passionnant qui va rencontrer Breton et participer à ce film, à ce livre Nadja, en donnant des photos qui vont être utilisées dans le livre, qui ne seront pas signalées. On fait exprès de mettre une photo à côté d'un texte qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça fait en fait? Boiffard a une connaissance scientifique, ce sont des images de sa thèse qu'on voit là. Il va s'intéresser aux images sous-marines et ça va passionner beaucoup. Les travaux de Pinlevé sur les hippocampes vont beaucoup intéresser les surréalistes en sortant l'image scientifique du domaine où elle était pour l'amener sur un autre domaine. Mais ce que Boiffard fait, qui est très très fort, qui est propre au photographique aussi, c'est de mettre un grain de sel qu'on a vu chez Kertész aussi. Voilà. Le Pierre Prévert qui a un masque, c'est déjà un portrait qui est ambigu. Les quelques mouches en gros plan sur un papier tue-mouche, c'est déjà une image que seul un photographe peut faire et qui est elle aussi curieuse, bizarre. D'autant qu'elle est très bien éclairée et que ces silhouettes apparaissent facilement. Et puis cette image, je vous laisse la découvrir parce qu'on ne voit pas tout de suite qu'il y a un truc bizarre. Et que le titre le dit, voilà, une main et un pied enserrés créent une espèce d'image nouvelle qui fait qu'on n'est plus dans le document, même si c'est un enregistrement simple de la réalité, sans trucage, avec un cadrage très simple. Par contre, l'image est en train de se compliquer sous nos yeux. Elle est en train d'être autre chose que ce qu'on voit. Une main qui est posée avec un photomontage sur le visage de la sculpture de rue de l'Arc de Triomphe, c'est déjà une autre image qui est en train de se fabriquer. Et même quand on est sur de l'éphémère, voilà, il suffit que ce prêtre marche sur le pont Alexandre III dans l'axe au moment 2 avec l'attitude qui fait que et quelque chose de photographique arrive. Voilà, Cartier-Bresson, l'instant précis où juste après, quand ça trouble l'eau, ça ne serait pas aussi bien. L'instant décisif qui va plaire à Cartier-Bresson, qui est une façon de définir ce que serait le photographique, ou en tout cas ce sur quoi l'art photographique se détermine. Cartier-Bresson qui va aller en Amérique du Sud, qui va en ramener des images très fortes, en Italie aussi. Voilà, des images qui, en étant des portraits, en jouant de
du regard sur le monde, mais de quelque chose qui est bizarre dans cette architecture, va apporter à ce photographique. Je vais sur les années 30 et 50, voilà de la photo américaine de Walker Evans, une façon de regarder la crise de 29 et d'aider les sociologues à documenter le monde. Regarder la pauvreté, regarder qui sont ces travailleurs anonymes, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Donc la photo redevient une utilisation de documents, mais au service d'une idée. Elle n'est plus un simple enregistrement du monde. Et j'en finis, Outerbridge, premier livre sur la couleur, 1940. On commence à ouvrir sur ce qui continuera après nos séances. La couleur utilisée vraiment pour elle-même, pour la puissance au Mexique. Le portrait 1950 ici. Outerbridge. Des merveilles, on dirait des séries télévisées, on dirait du cinéma. Sol Letter, influencé tellement par la peinture qu'il en fait un jeu où le photographique devient autre chose. William Eggleston, dont un détail en bas à droite vous fera comprendre dans quel endroit on se trouve quand tout est rouge avec une petite lampe comme ça. Et avec une ambiance de hors-champ, de choses qui pourraient bien fasciner David Lynch. Même chose avec William Klein, des choses dans la rue, brutales de cadrage et qui jouent de cette force en fait du photographique et de l'instantané. Voilà, merci Kertész, l'art photographique est là. La photo est devenue un art et le photographique dit quelque chose d'autre que juste un enregistrement de la réalité. Et en faisant ça, il transforme même le statut de l'art. À demain.